Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et donc ça sera un nouveau histoire de partie. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce qu'en effet ces derniers temps je me suis plutôt concentré sur les sujets que l'on voyait en cours et là je profite donc des vacances pour aborder ce nouveau sujet. Donc j'espère que le son sera pas trop mauvais parce que je suis pas à mon lieu d'enregistrement habituel, donc il est possible qu'il y ait un peu de résonance. Mais bon, on va essayer comme ça. Du coup, cette histoire de parti, c'est sur la LCR, qui est donc l'ancêtre du NPA, nouveau parti anticapitaliste, et LCR, c'est Ligue communiste révolutionnaire. Comme lutte ouvrière, il s'agit d'un mouvement trotskiste. Même s'il y a différence de celui-ci, il est moins, on va dire, orthodoxe sur ses positions, étant plus ouvert par exemple aux questions écologiques, sociétales, tout ce qui est LGBT, féminisme, et a une attitude un peu plus unitaire vis-à-vis des autres forces de la gauche radicale, même si globalement il a tendance à se rapprocher des positions de lutte ouvrière sur cette question-là, parce qu'avec le départ progressif des plus favorables aux alliances, qui sont partis vers le front de gauche puis vers la France insoumise, par exemple gauche unitaire ou la gauche anticapitaliste, ce qui fait que le NPA est donc de moins en moins favorable aux alliances, avec un peu le même argumentaire que lutte ouvrière, même s'il a une vision un peu plus étendue de ce qui peut être un bon révolutionnaire que lutte ouvrière. Par exemple, le NPA est quand même beaucoup plus favorable aux anarchistes que les luttes ouvrières, qui restent sur les positions classiques de Léon Trotsky, c'est-à-dire les anarches, c'est les ennemis de la révolution. Voilà, le NPA est quand même pas là-dessus. Que ma lutte ouvrière, c'est un mouvement qui a une très forte formation des militants et une formation importante sur tout ce qui est en rapport avec l'histoire, mais moins poussée. Le NPA est moins poussé et a également une formation qui est moins centralisée, moins uniforme, qui a plus évolué dans le temps. Et globalement, le NPA, et la LCR avant, était moins centralisé que lutte ouvrière. Donc maintenant qu'on a vu cet aspect général, voyons un peu l'aspect historique. Donc là aussi, comme pour lutte ouvrière, petit voyage dans le temps. Donc, la LCR trouve ses origines dans la Ligue communiste, qui a été fondée en 1969. Même si le journal qui est devenu le journal officiel d'expression de la LCR existait déjà depuis 1968, puisqu'il s'agit du journal rouge, Journal d'action communiste, qui est donc publié pour la première fois en 1968. Ce nouveau mouvement, le Front communiste révolutionnaire, s'appuie sur à la fois d'anciens de mai 68, ainsi que sur la fusion de deux mouvements. Le Parti communiste internationaliste, créé en 1944, qui lui-même était la fusion de trois mouvements, dont d'ailleurs un de ces mouvements avait été à une époque proche de ceux qui ont fondé plus tard lutte ouvrière, et ce mouvement donc a fusionné avec la jeunesse communiste révolutionnaire, qui était elle-même issue de la scission de l'Union des étudiants communistes, qui est la section étudiante du PCF. Et donc cette scission était menée par Alain Krivine et Daniel Ben Saïd. Donc pour résumer, la LCR, c'est la fusion de deux mouvements dont l'un est issu d'une scission et l'autre de la fusion d'autres mouvements. Ouais, l'extrême gauche, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est fusion et scission, c'est la fête, c'est pire que dans une centrale nucléaire. Et donc ce Alain Krivine, du coup, qui était leader de la JCR, la Jeunesse communiste révolutionnaire, fut le leader de la LCR pendant de nombreuses années, puisque globalement, ce fut la figure iconique du mouvement jusqu'à l'arrivée d'Olivier Besancenot. Ces mouvements trotskistes qui donc ont fusionné en 69 étaient des mouvements qui étaient assez marginaux pendant longtemps, ne trouvant une certaine vigueur qu'en mai 68, même si voilà, ils étaient actifs avant, par exemple en s'opposant à la guerre du Vietnam, guerre qui donc s'est déroulée de 1955 à 1975, et avec une intervention des USA qui s'est vraiment massifiée en 1965. Mais sans grand succès. Et donc c'est lors des événements de 1968, avec un mouvement qui gagne massif, avec vraiment une mobilisation massive des salariés et des étudiants, que ces mouvements ont pu prendre de l'ampleur. Par exemple la JCR qui est devenue assez importante, qui a pris de l'importance au sein du milieu étudiant. Ces mouvements ont été dissous. Après donc la mai 68, suite aux événements de mai 68, plusieurs mouvements d'extrême gauche ont été dissous, dont du coup la JCR et le PCI. Mais ils vont renaître de leurs cendres tel un phénix, en fusionnant leurs militants et donc créer la Ligue communiste, qui présentera un candidat aux élections présidentielles de 1969, Alain Krivine, alors âgé de 27 ans, qui s'était fait connaître en mai 68 en étant un des leaders du mouvement étudiant, et il avait d'ailleurs passé quelques mois en prison suite à ces événements. Il finit dernier de ces élections avec 1,06%,
Résultat modeste, mais c'était la première fois qu'un candidat trotskiste se présentait à une élection nationale. Première fois qu'il y avait une candidature à la gauche du PCF, qui était très fort à l'époque, puisque son candidat Jacques Duclos avait fait 21% des voix. À l'époque, la candidature d'Alain Krivine avait été soutenue par Lutte ouvrière, qui n'avait pas de candidat. Ce mouvement donc, se fonda ensuite officiellement dans les mois qui suivirent et donc est devenu officiellement la section française de la 4e internationale, qui est l'internationale trotskiste, qui a été fondée par Léon Trotsky du coup en 1938. Durant les années qui suivirent, la Ligue communiste fut active sur 2 fronts. Préparer la révolution, considérant que mai 68 avait été une répétition générale, un peu à l'image de ce qu'avait été la révolution russe de 1905 pour celle de 1917. Et sur le front de l'antifascisme, luttant activement contre les différents mouvements d'extrême droite qui étaient assez nombreux à l'époque, n'étant pas encore fusionnés au sein du Front National, et ainsi des affrontements assez violents ont eu lieu entre 1971 et 1973 entre les militants de la Ligue et d'autres mouvements d'extrême gauche, et des militants d'extrême droite, comme par exemple avec Ordre Nouveau. Et c'est d'ailleurs suite à un de ces affrontements que la Ligue fut dissoute en 1973, avant de se refonder quelques mois plus tard sous le nom de Front communiste révolutionnaire. En plus de ces affrontements avec l'extrême droite, la Ligue avait eu quelques accrochements avec des militants de mouvements patronaux, et donc ça avait aussi justifié sa dissolution. Il y a, en plus de cette dissolution, plusieurs militants furent arrêtés, et par exemple Daniel Ben Saïd et Henri Weber, qui étaient du coup militants de la SR, ont dû se cacher chez Marguerite Duras durant cette période pour échapper à l'arrestation. Mais bon, le mouvement se refonda, Front communiste révolutionnaire, et sous cette nouvelle étiquette, il se présentait à nouveau Alain Krivine au présidentiel, mais cette fois avec un succès beaucoup plus restreint. Le score fut de 0,37% des voix, 3 fois moins qu'en 69, et loin derrière les 2,33% d'Arlette Laguillet. Ce qui annonçait la future marginalisation de la LCR face à la lutte ouvrière qui allait se manifester durant les 25 prochaines années. Les raisons de ce résultat sont un peu multiples. Déjà, Arlette Laguillet avait une image meilleure dans l'opinion publique, elle avait une plus grande sympathie, elle correspondait mieux à l'image ouvrière, étant elle-même employée, là où Alain Krivine faisait plus intellectuel. Ensuite, le mouvement de la Ligue communiste avait subi des scissions qui l'avaient affaibli déjà durant cette période, les premières scissions, et en plus la dissolution ne l'avait pas aidé, et s'était retrouvé en plus divisé avec des tensions internes par rapport à une question, la question de l'attitude face au programme commun. En effet, durant cette période, le PCF, le PS et le mouvement des radicaux de gauche s'étaient mis d'accord sur un programme commun de gauche qui avait conduit à une candidature commune François Mitterrand soutenue par ces 3 partis. Et donc il y avait la question de savoir quelle attitude face à ce programme commun. Fallait-il le rejoindre en essayant de le tirer vers la gauche? Fallait-il le considérer comme uniquement un programme réformiste et l'affronter? Et là où Lutte ouvrière était claire sur cette question-là, en étant dans l'opposition à ce programme commun, la LCR n'avait pas de position nette. Ainsi, ça provoqua des tensions, à la fois le départ des plus opposés, qui partirent fonder les Spartakistes, qui étaient inspirés du mouvement communiste allemand qui avait été animé entre autres par Rosa Luxembourg entre 1918 et 1919, alors que dans le même temps, les plus favorables s'organisaient eux-mêmes au sein de la LCR, tout en y restant, mais en s'organisant un peu à part. Et par exemple, parmi ces favorables au programme commun, on trouve Gérard Filoche, qui s'est fait un peu remarquer en étant une figure médiatique de l'aile gauche du PS. Donc les années qui suivirent furent assez difficiles pour la LCR. Son résultat décevant l'avait un peu plombé, les départs allaient se multiplier, passant de 3800 à 570 entre 1977 et 1980, finissant ainsi loin derrière l'OCI, Organisation communiste internationale, qui est un mouvement trotskiste lambertiste dont nous parlerons dans le prochain Histoire de parti, sûrement vers Noël, et loin derrière Lutte ouvrière également, qui est 2 partis comptant plusieurs milliers d'adhérents. Et l'année 1981 fut une année qui eut énormément de départs, notamment un départ collectif vers le PS, avec plusieurs personnes dont le nom va sûrement vous dire quelque chose. Julien Drey, Jean-Christophe Cambadélis, qui a été secrétaire national du PS, Harlem Désir, pareil, qui a également été député européen, Laurence Rossignol, et d'autres. Et donc on voit que ces personnes-là, qu'on voit les lignes politiques qu'ils ont suivies récemment, se sont bien éloignées des positions de la LCR de leur jeunesse. Affaiblie par tous ces départs, la Ligue ne parvenut plus à présenter au présidentiel de candidat, en tout cas jusqu'en 2002, et dut à se résigner à soutenir soit Lutte ouvrière, soit le PCF,
soit le PSU, Parti Socialiste Unifié, c'est un mouvement politique qui se situe à peu près entre le PS et le PCF, pour résumer grossièrement, ou des dissidents du PCF, comme en 1988, où la LCR et le PSU d'ailleurs soutenirent Pierre Juquin, qui finit plus tard chez les Verts. Et en 1995, la LCR va appeler à voter soit pour Lutte ouvrière, soit pour le PSF, soit pour les Verts. Ce qui n'empêcha pas le mouvement d'être actif. Ainsi, leur noyau dur de militants, les 500 militants restants, étaient quand même très actifs. Et ils seront participés par exemple en 1986 à la mobilisation étudiante contre la loi de Vaquet, ainsi qu'à des mobilisations d'ouvriers qui eut lieu par exemple dans l'automobile ou la sidérurgie pendant cette période-là. Et plusieurs de ces militants participèrent à la fondation de SOS Racisme en 1984. Le mouvement cherchait également à entraver sa chute en changeant de ligne, essayant de s'implanter chez les ouvriers, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent au sein de la SCR. Donc, comme lutte ouvrière, il s'agissait de s'implanter dans les entreprises. Parce que, comme on l'a vu, lutte ouvrière, leur spécialité était d'avoir des cellules d'entreprise et d'avoir quelques entreprises où ils ont des militants hyper actifs qui leur créent une zone de force. Mais ce n'est pas un grand succès. Déjà, la concurrence est importante, c'est loin d'être le seul mouvement. Il y avait lutte ouvrière, déjà, qui était bien présente, le PSF qui était bien présente, et d'autres mouvements d'extrême gauche, soit trotskistes, soit anarchistes, soit maoïstes, qui étaient présents dans certaines entreprises, donc l'espace était déjà bien occupé. Et puis en plus, créer une implantation en partant de rien, en partant de milieux intellectuels, c'est pas facile. Il faut souvent avoir une base déjà minimum présente à un endroit pour s'y implanter. Donc le succès fut limité, mais néanmoins, ils réussirent à avoir des militants syndicaux, essentiellement au sein de la CFDT. Ce qui peut paraître bizarre quand on voit les positions de la CFDT aujourd'hui, mais il s'agissait d'y faire de l'entrisme. Plutôt que d'aller à la CGT qui était dominée par le PCF, ils ont tenté donc un autre syndicat de faire de l'entrisme et de l'influencer. Mais ces militants qui s'implantaient au sein de la CFDT finirent par être mis à l'écart. Et donc en 1988, ils seront mis de côté et donc feront scission et créant à ce moment un nouveau syndicat, Sud Solidaire. Et donc Sud Solidaire, qui est aujourd'hui encore un mouvement syndical qui existe, qui compte plus de 100 000 adhérents et qui est toujours assez proche de cette extrême gauche-là, proche du NPA. Et par exemple, sa branche étudiante, il y a beaucoup de gens qui sont proches du NPA. Pour d'expérience, je peux vous le dire. Ensuite, on arrive aux années 90, où c'est le moment où la LCR commence à prendre quelques couleurs. Notamment profitant de l'effondrement du PCF, qui était à la fois affaibli par la chute du mur de Berlin, à son tournant réformiste avec Robert Hue, et sa participation à la gauche plurielle, 1997-2002, où c'est une période où il y avait une alliance PS, PCF, PRG et Vert, plus le MRC également, qui était plus ou moins dedans. Et donc, cette participation à la gauche plurielle, encore une fois avec le PS, affaiblissait le PCF, et a permis à l'extrême gauche en général de récupérer des voix et des militants, et de l'audience, du coup. Et donc, la LCR a pu en profiter pour reprendre un peu d'énergie. C'est également à ce moment-là que la LCR s'ouvre à de nouveaux courants de la gauche, cherchant à dépasser le trotskisme pur et dur, s'ouvrant plus au féminisme, aux questions LGBT, à l'altermondialisme. Et donc, c'est cette dynamique-là qui s'enclenche déjà dès les années 90, qui plus tard, en 2009, allait aboutir à la création du NPA, qui était vraiment dans cette idée-là. Et par exemple, en 1999, lorsque le mouvement altermondialiste allait se développer, la LCR allait être assez active en France. Parmi les activités de la LCR durant cette période, on peut également noter sa forte activité pendant la lutte contre la réforme Juppé, qui était une réforme menée en 1995 par Alain Juppé, alors Premier ministre de Jacques Chirac, qui touchait les retraites et la sécurité sociale. Néanmoins, la LCR n'arriva pas complètement à prendre l'importance qu'elle souhaitait à cette époque-là, affaiblie par de nouvelles scissions. Par exemple, en 1994, c'est Gérard Filoche qui allait partir. Mais en 1999, la LCR arrive à obtenir ses premiers élus nationaux avec l'élection d'Alain Krivine et de Roselyne Vachetta au Parlement européen. Mais dans le cadre d'une liste commune avec Lutte ouvrière, qui a donc dépassé les 5% des voix, seuil nécessaire pour obtenir des élus aux élections européennes et à la plupart des élections en France. D'ailleurs, Besancenot fut durant cette période assistant parlementaire. Ensuite, les années 2000 arrivent, et là on est dans les périodes fastes de la LCR et du NPA. En effet, ça commence vraiment avec les présidentielles de 2002, où Olivier Besancenot, nouveau leader, jeune, dynamique, bon client médiatique, qui fait sympathique, proche du peuple, a rencontré un succès médiatique, un fort succès d'estime, et réussit à réaliser 4,25% des voix, dépassant le PCF qui était à 3 et quelques, avec Robert Hue, et à l'Union Lutte ouvrière qui était à un peu plus de 5%. Ce succès-là lui a
Et ce succès médiatique l'a mis un peu plus en avant et lui permit d'attirer de nouveaux militants, de nouveaux adhérents. Et ainsi, la LCR, qui était à peine au-dessus des 500 adhérents à ce moment-là, va réussir à monter à plusieurs milliers d'adhérents, atteignant les 3000 adhérents rapidement. La LCR continua d'être assez active, par exemple en étant active dans les luttes, par exemple en participant à la campagne pour le non en 2005 pour la Constitution européenne, ou dans la lutte contre le CPE en 2006. 2007, la LCR réalise toujours 4% des voix, 4,08 de mémoire, légèrement en dessous de 2007, souffrant en partie, je pense, du vote utile pour le PS suite au choc de 2002, mais étant clairement cette fois en tête de la gauche radicale, loin devant Lutte ouvrière, qui était à 1,5 à peu près, loin devant le PCF à 2%, loin devant José Bové également autour des 1,5%. Donc, à ce moment-là, la LCR était le principal mouvement à la gauche du Parti socialiste. Et ainsi, lorsqu'en 2009, la LCR se fondit dans le NPA, qui visait à rassembler largement tous les militants anticapitalistes au-delà des trotskistes, donc avec des alternativistes, des anarchistes, des communistes, pas forcément trotskistes, il y avait l'espoir de créer quelque chose qui allait être important. Et au début, le succès fut un peu au rendez-vous. 4,88% des voix aux européennes de 2009, meilleur score que ce que la LCR n'avait jamais fait, en n'ayant pas le soutien ni de lutte ouvrière, et sans avoir Olivier Besancenot comme leader qui était tête de liste nulle part à ce moment-là. Et en plus, en étant concurrencé par le nouveau mouvement, le Front de gauche, créé autour du PCF, de la gauche unitaire, qui était une scission de la LCR, qui déjà à ce moment-là s'était créée et avait quitté la LCR pour créer le Front de gauche, pour rejoindre le Front de gauche et participer à sa création, et le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs cette concurrence-là qui a dû être fatale. En effet, le Front de gauche, qui avait fait un peu plus de voix, 6%, avait réussi à obtenir des députés européens, ce que le NPA n'avait pas réussi à faire, avait également une figure médiatique grâce à Jean-Luc Mélenchon, et avait un réseau d'élus militants plus important grâce au PCF. Et donc, étant plus important, ce rassemblement allait en quelque sorte avoir un effet de rassemblement utile, où les gens qui étaient venus à l'NPA dans l'idée de se rassembler pour créer une alternative au PS, allaient plutôt du coup repartir vers le front de gauche, qui était à ce niveau-là plus important et plus à même. Ainsi, le NPA allait chuter. Ainsi, en régional de 2010, les listes NPA autonomes allaient réunir près de 2,5% des voix en moyenne, tomber à 1,2% au présidentiel de 2012, moins de 1% aux législatives, et par la suite, le NPA se retrouva réduit rapidement une poignée de militants, avec par exemple le départ de la gauche anticapitaliste en 2012, où il y avait une des porte-paroles du NPA qui était partie, et accompagné de pas mal de militants, plus des départs individuels. Donc le NPA à ce moment-là n'avait plus les moyens militants et financiers de présenter des candidats en dehors des élections présidentielles où il y a une enveloppe qui est automatiquement débloquée pour tous les candidats qui ont réuni le nombre de signatures. C'est ainsi que le NPA se retrouva à nouveau marginalisé par Lutte ouvrière qui, après quelques années de disette, avait réussi, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur Lutte ouvrière, par ses militants hyper formés et hyper actifs et fidèles, à résister, à avoir leur capacité de résilience qui leur a permis de reprendre le dessus sur le NPA. Là où le NPA s'est retrouvé réduit à un noyau dur, mais moins fidélisé, moins important que celui de Lutte ouvrière. Et donc aujourd'hui, c'est la situation du NPA, un mouvement affaibli, qui a une certaine sympathie, les gens aiment bien le NPA à gauche, ils aiment bien Poutou, mais qui n'a plus les moyens de peser et ni d'être entendu. Le NPA est aujourd'hui bien plus inédit que ne l'est Lutte ouvrière, et ne tient dans les médias uniquement par deux figures un peu médiatiques, Besancenot et Poutou. Donc pour résumer, on peut voir que la LCR est un mouvement qui a beaucoup plus varié que Lutte ouvrière. Lutte ouvrière a toujours été un mouvement extrêmement fidèle à une ligne, là où la LCR, à la fois à cause de dissolution et de fusion et de scission, s'est retrouvée à changer de forme régulièrement, mais également à changer de ligne, à chercher plus à s'adapter à l'évolution de la société, en essayant quand même de rester fidèle à une certaine ligne, à une idée anticapitaliste, mais tout en cherchant à s'adapter, et donc évoluant plus largement, en étant moins centralisé également que Lutte ouvrière, avec une formation qui évolue plus, ce qui fait aussi que les militants d'une génération ne sont pas les mêmes que les militants de la génération suivante, ce qui est beaucoup moins le cas au sein de Lutte ouvrière. Donc voilà. C'est donc fini pour cette vidéo sur l'histoire de la LCR, et rapidement du NPA qui lui a succédé. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, mais comme d'habitude, vous pouvez le dire en commentaire. Et vous pouvez aussi faire des remarques en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide.
Vous pouvez poser des questions, histoire de que je vous apporte des compléments s'il y a des choses qui manquent, des questions, des interrogations que vous avez. Vous pouvez vous-même apporter des compléments si vous en avez. Vous pouvez partager la vidéo pour à la fois nous aider nous et partager l'information. Et puis vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, voilà. Au revoir tout le monde.